Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, j'ai eu l'occasion de l'expliquer hier dans le cadre de mon cours d'histoire de la philosophie en première année, Leibniz invente le calcul infinitésimal. Et il explique que la nature ne fait jamais de saut, qu'il y a une continuité dans les phénomènes et que donc ce qu'il recherche, c'est donc la loi de constance. Je ne reviens pas sur ce que j'ai pu expliquer dans le domaine de la géométrie dans le cours de mon cours hier. Si je vous dis ceci, c'est pour introduire mon cours sur l'économie mondiale du XVe au XVIIIe siècle. En effet, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, on parle de mondialisation. On ne parle même plus que de cela. Cette mondialisation correspond-elle à une réalité? Certainement, aujourd'hui. Mais s'agit-il d'une création récente, d'un phénomène récent? Les historiens vont vous expliquer que non. Et j'en prendrai pour meilleure démonstration que celle qu'un grand historien français, décédé maintenant en 1985, Fernand Braudel, a pu exposer dans son maître ouvrage qui s'intitule Civilisation matérielle, économie et capitalisme du XVe au XVIIIe siècle. Cet ouvrage apparu en 1979 chez Armand Collin pour les tomes 2 et 3, le premier volume, Civilisation matérielle, paraissant déjà en 1967. Je vais, dans le cadre de cet exposé, reprendre les idées forces, les idées clés que l'on trouve dans cet ouvrage essentiel parce qu'il est particulièrement éclairant sur les prémices de ce qu'on appelle maintenant la mondialisation et qui existait déjà depuis l'histoire moderne, c'est-à-dire depuis le XVIe siècle. Et que donc ce que l'on appelle mondialisation maintenant n'est qu'en fait que le résultat d'un processus initié il y a plus de 5 siècles, donc un demi-millénaire. Dans son ouvrage, Fernand Braudel voit 3 étages dans l'économie. Il étudie tout d'abord ce qu'il appelle les structures du quotidien, c'est-à-dire la vie de la grande masse des gens. Il s'y intéresse, entre autres choses, au type d'alimentation, à la manière dont les gens vivent entre eux dans le cadre d'une économie rurale, à titre principal, et ensuite, dans les 2 autres volumes, où il s'intéresse en particulier aux 2 autres étages, sauf à la fin du tout premier volume, où il est question déjà des villes et de la monnaie, les 2 autres étages qui se situent au-dessus de l'économie au quotidien, c'est ce qu'il appelle l'économie de marché, et au-dessus encore le capitalisme. Alors toute l'originalité de la thèse de Fernand Braudel, c'est que, contrairement à ce qui a été affirmé longtemps, et à côté de ce que l'on continue à affirmer, il faut bien distinguer l'économie de marché et le capitalisme. Les 2 sont liés, mais ce sont pour autant 2 phénomènes indépendants. C'est ce que je vais m'attacher à expliquer dans le cadre de ce cours. On va commencer donc par la vie quotidienne. Alors la vie quotidienne, elle est d'abord marquée, pour l'époque considérée, par une croissance démographique qui reprend à partir de 1450.
En effet, un siècle plus tôt, s'était produit cette catastrophe démographique qui était la grande peste noire, qui a duré plusieurs années, mais en tout cas 5 ans qui ont été extrêmement pénibles au milieu du XIVe siècle, donc de 1347 à 1352. À ce moment-là, dans certaines régions, un quart, parfois un tiers, voire même en cas, pour les régions les plus mal loties, parfois même la moitié de la population. Cette épidémie de peste a touché toute l'Europe, jusqu'à la Scandinavie. Elle est arrivée par les ports de la Méditerranée, venant en fait du port de Caffa dans la mer Noire, qui était un port, entre les mains, un comptoir génois. Alors, l'époque moderne a été caractérisée, toujours sur le plan démographique, parce que, avant de traiter de l'économie, il faut bien savoir quel est le niveau, je dirais, de la population, parce que l'économie fonctionne avec des gens, bien entendu, et quand il y a un effondrement démographique, cela induit inévitablement une réduction des échanges, une réduction surtout de la production, et donc c'est un phénomène en cascade qui produit une véritable boule de neige. Et donc quelles sont les grandes maladies qui affectent l'Occident, et je dirais même le monde, pendant la période considérée au temps moderne, donc du XVe au XVIIIe siècle. Je viens de vous parler il y a quelques instants de la peste, au XIVe siècle, qui va avoir des répercussions vraiment extrêmement importantes. Vous avez ensuite toute une série d'autres maladies, en particulier au XVIe siècle, la grippe et la syphilis, qui vont atteindre les Amériques. Et par une combinaison de virus et de microbes, elles vont provoquer des dommages effroyables. Surtout justement en Amérique où les populations n'étaient pas immunisées et n'avaient donc pas produit des anticorps comme dans nos régions. Ceci dit, la grippe a fait encore des ravages terribles dans le monde au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il y a eu plus de morts de la grippe en 1918-1919 que pendant la Première Guerre mondiale. Il y a eu 10 millions de morts pendant la Première Guerre mondiale et il y a eu 18 millions de morts de la grippe espagnole en 1918-1919. Donc, on oublie parfois que les microbes ont été un ennemi beaucoup plus dangereux pour l'homme que lui-même. Alors, à côté de ça, vous avez aussi le typhus. Alors, le typhus, c'est une maladie qui va connaître encore des ravages et qui va bloquer la grande armée, l'armée de Napoléon, en Russie. Donc, en 1812. 1811-1812. À côté de cela, je réfléchis, qu'est-ce que vous avez encore comme grande maladie? Je crois avoir dit l'essentiel, donc la peste, le typhus, il y a aussi bien sûr la fièvre typhoïde. Il y a toujours eu, alors dans les régions tropicales, ça vous le savez, la fièvre jaune et la malaria, enfin ça ne touche pas nos régions en Occident. Et pour la peste, il faut savoir qu'elle n'a véritablement pu être éradiquée en Europe qu'au XVIIIe siècle. Il y a eu encore une grande peste à Marseille en 1720, donc à l'époque de la Régence. Et je ne parle pas du choléra, qui a fait encore plusieurs milliers de morts à Berlin. C'est à ce moment-là que le grand Hegel, professeur à l'université de Berlin, meurt en 1832, et plus proche de nous, à Bruxelles, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est la raison pour laquelle on a voûté la Seine. Et que maintenant, vous avez le boulevard Lemonnier, le boulevard Anspach, le boulevard Rémy Jacquemin, mais la Seine était à ciel ouvert à cette époque-là.
Voilà, donc il faut avoir en tête donc les maladies, mais à côté des maladies, il ne faut pas oublier la guerre, qui tue beaucoup de gens. Et la guerre est endémique au temps moderne. Pour nous, ça peut paraître un phénomène qui n'est pas évident, puisque en Europe en tout cas, depuis plus de 60 ans, nous ne connaissons plus la guerre. Mais un petit peu partout dans le monde, il y a des guerres régionales. Hein? Je pense en Afrique, il y en a un petit peu partout, en Asie aussi. Donc, le phénomène de la guerre est un phénomène, je ne parle pas du Caucase, du Proche-Orient plus précisément, donc le phénomène de la guerre est évidemment tout à fait important pour comprendre l'évolution de la population. Enfin, troisième élément, à côté des épidémies et à côté de la guerre, il y a la famine. Et la famine, ça c'est vraiment la grande crainte de tout le monde, non seulement des paysans, mais aussi des citadins, bien entendu, qui dépendent des campagnes. Il suffisait qu'il y ait un ou deux étés pourris, ou inversement des étés ou des années où il n'y a pas plu assez, des années de sécheresse, et vous avez des rendements qui sont tout à fait insignifiants. Et le gros problème pour les paysans, et donc indirectement pour les citadins, à l'époque qui nous intéresse, déjà au Moyen-Âge, mais à l'époque qui nous intéresse encore jusqu'au XVIIIe siècle, c'est le fameux problème de la soudure. C'est qu'une fois qu'on a utilisé tout le grain qui se trouve dans les greniers, dans les granges, qui sont donc des céréales panifiables, hein, la plupart du temps, vous savez comment les gens se nourrissaient, c'était pas du pain au sens où nous l'entendons la plupart, parce que c'était en général du pain noir dans ce cas-là. C'est que ces céréales étaient utilisées dans une soupe, une soupe très, très épaisse, que l'on faisait cuire, donc bouillir dans une marmite, et donc les membres de la famille mangeaient cette soupe, où il y avait des navets, où il y avait des petits pois, des fèves diverses, des racines aussi parfois en période de disette. Et donc c'est cela que l'on mangeait. La viande, on ne connaissait pas. La viande, c'était peut-être une fois par an dans le meilleur des cas, mais quand on avait une vache, c'était pour la traire, c'était pas pour la tuer. Hein, c'était pour avoir du lait. Et quand on avait des poules, c'était pour avoir des œufs. Hein. Nous avons l'habitude de manger du poulet à 4 ou 5 euros le samedi ou dimanche. Hein, mais vous devez vous dire qu'à l'époque, les poules, hein, on s'en sert pour avoir des œufs. D'autant plus que vous savez que les œufs possédaient beaucoup de calories, de calories, de vitamines, etc. Pas de vitamines, mais enfin de calories, et sont donc, vous savez que dans un œuf, on trouve l'équivalent en calories d'un steak. Hein, donc, vous pouvez vous nourrir d'œufs. C'est une nourriture extrêmement riche. Voilà. Donc, le grand problème, c'est que une fois qu'on avait vidé son grenier, on se rabattait sur quoi? Effectivement, sur des racines, sur des champignons, on devait aller dans les bois. Et encore, les bois, l'usage des bois n'était pas toujours garanti, puisqu'il y avait certains seigneurs qui s'en réservaient évidemment l'usage exclusif, hein, pour la chasse en particulier. Et alors, pendant une période qui durait aux environs de 3 mois, que l'on appelle la soudure, hein, il n'y avait plus rien à manger. Parce que entre le moment où vous semez et le moment où vous pouvez récolter, voilà, vous devez attendre 3 mois. Et si vous avez vidé vos greniers, il ne reste rien. Donc, c'était la grosse panique, il n'y avait plus rien à manger, et donc la mort, ça ne faisait que renforcer la mortalité. Et vous savez que tous ces phénomènes sont liés. Quand vous êtes affaibli parce que vous mangez peu, vous tombez plus rapidement malade. Et donc, quand il y a une épidémie, quelle qu'elle soit, si vous êtes affaibli, vous êtes parmi les premières victimes. Ce sont évidemment les vieillards, les enfants qui sont touchés. Et je ne parle pas, évidemment, de tous les phénomènes d'infection qui peuvent se produire lors des accouchements. Hein. Il faut savoir que
un nombre considérable de femmes mouraient en couche. Et pour l'époque qui nous intéresse, vous devez vous dire que jusqu'au XVIIIe siècle, avant l'invention de l'inoculation et puis de la vaccination, il y avait un quart des enfants qui mouraient avant la fin de leur première année et un autre quart qui mourait avant 5 ans. Donc vous deviez au moins avoir 6 enfants pour que le renouvellement de votre famille puisse se faire. D'autant plus qu'on a besoin des enfants pour ces vieux jours, si on vivait vieux. Même si à cette époque-là, l'âge moyen de vie était de 35 ans. Faut oublier, ce sont des moyennes, bien entendu, en prenant là-dedans, évidemment, des gens qui mouraient à 15 ans d'une maladie quelconque, et des gens qui vivaient plus vieux, parce qu'il y avait des gens qui vivaient vieux. On vit maintenant plus vieux d'une manière générale, parce que la longévité de la vie s'est généralisée. Mais pensez à Louis XIV, il est mort quand même à 78 ans. Au XVIIe siècle, il y a eu des grands souverains, en Chine par exemple, vous aviez Qianlong, qui est le contemporain de Louis XIV, il a un règne très long. En Inde, à la même époque, le grand moghol qui s'appelle Aurangzeb, il a un règne aussi long que celui de Louis XIV. Donc vous voyez que, hier j'en parlais dans le cadre de mon cours d'histoire de la philosophie, Malebranche, il a vécu aussi jusqu'à 78 ans. Au XVIIIe siècle, Fontenelle, le grand savant, est né en 1651 et il est mort en 1751, donc il est mort centenaire. Je ne sais pas quelle tête il avait, on a des peintures de lui, mais c'est un... D'ailleurs on en a fait un film, je crois que c'est avec Michel Bouquet, je crois. Donc on pouvait vivre très vieux, mais ce n'était évidemment pas la règle. Alors maintenant j'en reviens, après avoir parlé du substrat démographique, à l'économie elle-même. La vie quotidienne des gens, c'est une vie très difficile, parce que, outre les problèmes alimentaires, vous avez des impôts divers. La grande majorité de la population vit à la campagne à cette époque-là. La grande majorité, et ils payent des impôts multiples, outre le cens, qui est le loyer versé à un seigneur, ils devaient verser également toute une série de taxes, le champard, la taille, il devait verser également la dîme à l'église, et donc tout cela était très lourd, même si ça s'est allégé depuis le XIe, XIIe siècle, bien entendu. Alors, l'économie de ces populations, donc je dirais 80% de la population, 85% de la population, c'est une économie de subsistance. Donc, on produit pour l'autoconsommation, on ne produit pas pour l'échange. Ça, c'est une notion que je vous demande de bien retenir. Autrement dit, ce que vous produisez a une valeur d'usage et non pas une valeur d'échange, pour reprendre cette notion qui a été développée et analysée par Karl Marx dans Le Capital, entre autres choses. Entre autres livres, plutôt. Le Capital, je vous le rappelle, qui a été publié en 1867. Alors, cette économie, je vous dis, c'est une économie au quotidien, c'est-à-dire qu'on produit pour soi et pour sa famille. On peut avoir un surplus, mais ce surplus n'est pas systématique. Je l'ai expliqué en particulier en période de famine, etc. Et alors, effectivement, quand il y a un surplus, on passe au deuxième étage de l'économie, qui est l'économie d'échange, ou économie de marché. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un marché? Eh bien, un marché, c'est le lieu, l'endroit où l'on échange des biens et où se fixe, sur base de la loi de l'offre et de la demande, les prix. Donc, règle élémentaire d'économie, plus un bien est rare, plus il est cher,
plus il est abondant et plus il est bon marché. Ça, c'est une règle élémentaire. Et donc, c'est sur le marché que se fixe le prix. Des marchés, à l'époque considérée, il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a en Europe, il y en a en Asie, il y en a en Afrique et il y en a en Amérique. Donc, l'économie d'échange, l'économie de marché, l'Europe, le monde occidental n'en a pas l'exclusivité. Certainement pas. Au niveau de l'économie de marché, il y a deux éléments qui jouent un rôle important. À un niveau supérieur, qui nous rapproche du capitalisme, c'est d'une part les foires et ensuite les bourses. Qu'est-ce que c'est qu'une foire? Alors une foire, ce n'est rien d'autre qu'un marché, mais un marché qui se tient à des dates périodiques, régulières, mais distantes dans le temps. Au XIIIe siècle, il y a déjà des foires très célèbres situées en Champagne. Elles vont perdre de leur importance au XIVe siècle et au profit d'ailleurs de régions qui sont en pleine croissance à cette époque-là, c'est-à-dire les villes de Flandre, les villes de Drapière, et d'autre part ces cités du nord de l'Italie que sont Gênes, Venise et Florence, qui au XIVe et au XVe siècle connaissent vraiment une croissance tout à fait remarquable. Alors qu'est-ce que c'est qu'une bourse? Alors à la différence d'une foire, une bourse est un lieu qui est permanent cette fois et où au jour le jour le cours des marchandises va monter ou descendre en fonction de la loi de l'offre et de la demande. Là aussi, il faut distinguer deux types de bourses. Il y a les bourses de marchandises et il y a les bourses de valeurs. Ici, je vous parle des bourses de marchandises. Par exemple, vous pouvez acheter et vendre du blé ou des épices. Et à un niveau supérieur, vous avez les bourses de valeurs qui sont celles auxquelles nous pensons à l'heure actuelle, par exemple Wall Street, le Stock Exchange de New York, les grandes bourses, je ne sais pas, de Francfort, de Tokyo, par exemple. Alors là, on se situe non plus dans le cadre d'une économie de marché, on passe tout doucement au stade du capitalisme, et même franchement au stade du capitalisme, quand on parle de bourse. Alors, quelle est la grande différence entre un commerçant qui pratique l'économie de marché, ce que nous connaissons bien, ou tout simplement un paysan qui vend son surplus à la ville, et d'autre part un capitaliste? C'est que, au niveau de l'économie de marché, il y a division du travail, spécialisation des tâches. Autrement dit, vous êtes commerçant en drap, ou vous êtes commerçant en grains, ou en porcelaine, enfin tout ce que vous voulez. Le capitaliste, lui, ne participe pas de ces divisions du travail, en tout cas jusqu'au XIXe siècle. Le capitaliste, c'est quelqu'un qui, je dirais, est polyvalent. Il place ses billes là où il peut avoir un profit, immédiat ou à plus long terme. Et il peut changer la place de ses billes, changer de panier. Donc quand il sent que le vent tourne mal dans la production
pas tellement dans la production d'ailleurs, sous le plan commercial, eh bien, qu'il y a saturation du marché ou qu'au contraire, oui, l'offre va augmenter ou diminuer, il peut déplacer assez rapidement ses capitaux. Le capitaliste, lui, cherche à investir dans le but d'un profit ultérieur. Il investit. Le capitaliste, pour être nommé comme tel, doit participer à la reproduction du capital, parce qu'il y a des capitaux qui sont morts. Quelqu'un qui fonctionne dans le cadre d'une économie de rente n'est pas un capitaliste. Si, en tout cas c'est ce qu'explique Fernand Braudel, vous savez qu'il y a, j'en ai parlé plusieurs fois dans le cadre de mes cours, chez Balzac par exemple, ou chez Zola, il est souvent question de rentier. Vous savez, c'est ce bourgeois, ou éventuellement ce noble, qui possède des terres, ou qui possède des maisons, appartements, et qui loue, qui perçoit un loyer, et qui vit de ses rentes. Voilà. C'est une sorte de parasite, je dirais, du système. Il n'est pas un capitaliste s'il ne place pas le produit de ses rentes dans des secteurs qui permettent d'avoir des plus-values importantes, et s'il ne fait pas circuler ses capitaux, et s'il ne cherche pas à le faire se reproduire pour l'augmenter. Autrement dit, le capitalisme participe d'une dynamique où c'est le capital qui produit du capital. Alors que dans le cas d'une économie de marché, ce n'est pas le cas. C'est une économie d'échange qui produit effectivement du capital, on est bien d'accord, mais ce capital n'est pas destiné à produire à lui seul du capital. On a souvent considéré, mais de manière un petit peu schématique et caricaturale, que l'histoire du capitalisme a connu trois phases. Une première phase qui est celle du capitalisme commercial, qui débute, je dirais, à la fin du Moyen-Âge et qui prend tout son envol au moment des grandes découvertes. Puis, à partir, je dirais, du milieu du XVIIIe siècle, en Angleterre d'abord, sur le continent ensuite, à partir alors de la fin du XVIIIe siècle et surtout dans la première moitié du XIXe siècle, un capitalisme industriel. Il est évidemment lié au développement considérable et à cette révolution que l'on appelle la révolution industrielle. Et puis, à partir de 1850, 1870, en France, je dirais, c'est résumé dans la période du Second Empire, tellement bien décrite par Zola, dans plusieurs de ses livres, comme La Curée, entre autres choses. Là, c'est l'époque où les banques vont faire la loi. Eh bien, ce schéma est vrai en gros, mais il est vrai qu'en gros parce qu'en fait, ces différents capitalismes se sont développés parallèlement, simultanément, même s'il y a effectivement la prépondérance d'abord du capitalisme commercial, puis du capitalisme industriel et puis du capitalisme financier, mais ils ont fonctionné, je dirais, comme un trio, parallèlement les uns les autres et se soutenant d'ailleurs les uns les autres. Même si on peut les distinguer. C'est la thèse de Braudel, je vous l'ai dit, qui distingue bien l'économie de marché du capitalisme au sens strict. Maintenant, comment les choses ont-elles évolué du XVe au XVIIIe siècle? On peut dire que la thèse qu'a développée en 1904-1905 Max Weber, j'écris son nom au tableau, Max
Weber. Donc 1904-1905. Thèse développée dans son livre très célèbre qui s'appelle L'éthique protestante et la naissance du capitalisme. Excusez-moi, je vais voir le titre précis. L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, donc je ne me trompe pas. Publié, écrit en 1904-1905, publié en 1905 donc, eh bien Max Weber explique que si le capitalisme a pu prendre son essor au XVIe siècle, c'est grâce en fait à la naissance du protestantisme et plus particulièrement, je dirais, du calvinisme. Parce qu'effectivement, Luther condamne l'usure, c'est-à-dire le prêt à intérêt exagéré, c'est-à-dire quand un usurier prend, je ne sais pas moi, un prêteur, un banquier vous prête à du 15 ou du 20%, c'est évidemment un taux d'intérêt exagéré. Ben donc, l'usure est condamnée par Luther, comme elle était condamnée d'ailleurs par l'Église catholique. C'est bien la raison pour laquelle on a, comment dirais-je, canalisé l'activité des Juifs dans ce secteur, puisque les catholiques, les chrétiens ne pouvaient pas pratiquer l'usure. Et donc, on les a enfermés dans une marge qui arrangeait bien les catholiques, parce qu'on avait besoin d'avoir des prêteurs d'argent. Et donc, les Juifs, s'ils se sont lancés dans la banque et dans le prêt, c'est pas spécialement qu'ils portaient évidemment un jet dans eux, les prédisposant à faire du prêt à intérêt, mais tout simplement parce qu'ils étaient condamnés par la société elle-même à utiliser ce créneau. C'était un des rares métiers qui leur était permis et un des métiers qui était interdit aux catholiques à la même époque. Et bien donc, l'éthique protestante dont Max Weber fait état, ce n'est pas tellement, c'est pas celle de Luther, c'est celle de Calvin. Parce que Calvin, lui, dans sa théorie de la prédestination, explique que la réussite des hommes d'affaires est justifiée par Dieu. Justifiée, c'est-à-dire rendue juste. C'est ça la théorie de la justification par la foi. Donc, si vous croyez vous êtes rendu juste, c'est ce que dit Luther, mais Calvin ne va pas plus loin puisqu'il parle de prédestination. Et donc, si vous réussissez dans les affaires, c'est parce que vous avez reçu la grâce et que Dieu l'a voulu. Et c'est comme ça qu'à côté des Juifs, vous allez avoir une grande banque protestante, un grand secteur bancaire protestant qui va se développer, en particulier à Genève ou à Zurich. Pensez aux banques suisses à l'heure actuelle. Je ne vous apprends rien. Jean Ziegler a écrit un livre qui s'appelle même La Suisse, ce pays qui lave blanc, c'est-à-dire qui blanchit l'argent, ce pays au-dessus de tout soupçon. Voilà, et vous savez que les dictateurs en général planquent leur argent systématiquement dans les banques suisses. C'est lié à la notion de secret bancaire, même si depuis quelques années, depuis 2-3 ans, on a dû, depuis 2008 précisément, on a dû, en tout cas voulu, je ne sais pas si on est vraiment parvenu à établir des restrictions, mais en tout cas le secret bancaire a été levé pour un certain nombre de gens qui mettaient leur argent là-bas avec comme objectif très clair, qui était d'éviter évidemment de payer des impôts dans leur pays d'origine. Vous savez que les dictateurs dont on parle beaucoup, qui sont tombés ces 2 derniers mois, à savoir Ben Ali et Moubarak, avaient évidemment de l'argent en Suisse. Il est même question de geler leurs avoirs, parce qu'effectivement, c'est l'argent qu'ils ont volé à leur propre peuple. Alors, je reviens à mon sujet de départ. J'étais en train de vous parler de Max Weber, et je vous ai dit que la thèse de Max Weber, qui est très séduisante, parce qu'effectivement, on voit le lien qu'il peut y avoir entre le calvinisme, le développement de la banque protestante
et des hommes d'affaires, plus généralement, d'ailleurs, pas seulement de la banque, des hommes d'affaires protestants, calvinistes, et d'autre part le capitalisme. Mais cette thèse ne tient pas, parce qu'effectivement, ce capitalisme, il connaît déjà son premier essor depuis le XIIe et le XIIIe siècle. Les premiers banquiers sont apparus en Italie, dans le monde catholique, et pas dans le monde protestant. D'ailleurs, le terme banco est un mot italien, c'est un banc, hein, et les changeurs d'argent changeaient sur un banc. Et lorsque le changeur faisait faillite, on cassait le banc, d'où l'expression banqueroute, hein, banco rotto, qui veut dire le banc était rompu, et qu'il avait fait faillite. Donc, au XIIe et au XIIIe siècle, on a déjà des capitalistes, parce que ces gens-là ne font pas simplement d'économie de marché. On va voir très rapidement au XIIIe, au XIVe siècle, surtout au XIVe siècle, que à Gênes et à Venise, et bientôt à Florence également, la banque va connaître un succès très important. Et cette banque, ces banquiers, ils font du commerce international. Ils utilisent la lettre de change, qu'on pourrait appeler des chèques, c'est-à-dire des billets à ordre. Donc vous pouvez acheter des marchandises dans un autre lieu avec un billet à ordre qui est endossé, le cas échéant, par une tierce personne, et vous faire rembourser dans un autre lieu. Donc ils ont inventé le capitalisme, ces gens-là. Et c'est bien dans les pays catholiques, hein, on est bien clair. Gênes, au XIVe siècle, a été une grande puissance, la banque génoise. Bientôt, ce sont les Vénitiens qui vont prendre le dessus pendant le XVe siècle. Et je ne vous parle même pas de la banque florentine, hein, au XVe siècle, puisque les banquiers ont recyclé même leur argent, je dirais, dans le mécénat. Je pense aux Médicis. Et cet argent leur a permis également de prendre le pouvoir. Hein. Pensez à Côme, pensez à Laurent le Magnifique, entre autres choses, et que ces Médicis ont donné de Rennes à la France. Hein. Catherine au milieu du XVIe siècle et Marie, hein, au début du... à la fin du XVIe, hein, parce que je réfléchissais là, parce que, comment dirais-je, Louis XIII est né tout au début du siècle, alors je voulais me souvenir de la date précise à laquelle Henri IV s'est marié avec Marie de Médicis, mais en tout cas, je vous ai dit que c'est aux environs de 1600, alors que Catherine, c'était évidemment 50 ans plus tôt. Hein. Personnage qu'on a encore vu dans une fiction à la télévision, vous connaissez peut-être vu, La nuit de la Saint-Barthélemy avec Isabelle Adjani. Hein. Voilà. Alors, je dirais que l'âge d'or de Venise, donc, succède à cet âge d'or sur le plan, je dirais, bancaire, hein, financier, économique, de Gênes, qui se termine aux environs de 1380, après la défaite de Gênes. Et puis alors, dans la première moitié du XVIe siècle, c'est Anvers. Anvers qui va bénéficier de sa position en mer du Nord, c'est-à-dire sur l'Atlantique, et du commerce, de l'arrivée du poivre des colonies portugaises, des entrepôts portugais. Vous savez que les Portugais ont, depuis la première moitié du XVe siècle, trafiqué avec, comment dirais-je, ont trouvé une route menant à l'insule Inde, en Indonésie, et donc tous les produits à partir de 1500 vont être entreposés et repartir dans l'Europe du Nord
en Allemagne et en France à partir d'Anvers. Les produits portugais, les fameuses épices qui sont à l'origine, à côté de l'or, de l'argent et de la soie, des grandes découvertes. Alors, l'apogée d'Anvers se situe donc dans la première moitié du XVIe siècle, donc entre 1500 et 1500, je dirais 1560. Va succéder comme ville centrale de cette économie monde. Alors là, Fernand Braudel a introduit une notion qu'il faut bien distinguer d'économie du monde. Dans le cours que je vous fais aujourd'hui, je vous parle de l'économie du monde, de l'économie mondiale entre le XVe et le XVIIIe siècle. La notion d'économie monde chez Fernand Braudel, qu'il reprend d'ailleurs à l'allemand, qui est Weltwirtschaft, qui veut dire, j'écris au tableau, Weltwirtschaft, donc économie du monde, économie mondiale. Eh bien, cette économie monde ne couvre pas le monde. En fait, c'est une très vaste zone, géographique dans laquelle on trouve un cœur, un centre, avec une périphérie et enfin des marges. Donc il y a 3 niveaux. Alors, ces divisions ternaires, Fernand Braudel affectionne beaucoup, non seulement dans l'économie, je vous ai parlé des 3 étages, ici je vous parle sur le plan géographique du centre, de la périphérie et des marges, et il avait utilisé également cette vision ternaire pour sa perception du temps, en parlant d'un temps structurel, d'un temps conjoncturel et d'un temps événementiel, dans sa thèse sur la Méditerranée publiée en 1949. Donc il est porté sur le chiffre 3, ça c'est incontestable. Alors, l'économie monde, vous avez entendu ce que c'est. Donc pour lui, c'est une ville, souvent même une ville-État, qui fonctionne comme un État en tout cas, qui concentre, je dirais, la finance, et qui se trouve au milieu, ou qui est plutôt le cœur, d'une économie alors de marché, avec des zones concentriques, et ici, dans le cas en partant du centre vers l'extérieur, on pourrait dire que ça part de l'extérieur vers le centre, si on veut être plus précis. Ici, prend le cas de l'Europe, parce que c'est quand même ça qui l'intéresse à côté des autres exemples. Je vous parlerai des autres aussi, je vous parlerai de l'islam, du Japon, de la Chine tout à l'heure. Mais pour lui, va se succéder dans l'économie monde européenne, Venise au XVe siècle, dans la première moitié du XVIe siècle, Anvers, je vais vous expliquer pourquoi. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, curieusement, c'est plus l'Atlantique, c'est la Méditerranée qui redevient le cœur, je dirais, des échanges. Et c'est pour ça qu'il est étudié à partir justement de la bataille de l'Épan de 1571 entre une coalition d'États catholiques et d'autre part la Sublime Porte, c'est-à-dire l'Empire ottoman, comment cet événement est l'événement qui révèle toute une conjoncture et qui ne s'explique que par une histoire très profonde, qui est cette histoire structurelle qui remonte à plus d'1 millénaire, qui est l'histoire géographique, la géohistoire. Alors, à partir de... Alors, la Méditerranée, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, il faut savoir que c'est un lieu où les pays nordiques, je pense en particulier aux Hollandais et les Anglais surtout, vont vendre toutes leurs cagnottes. Ils vont pratiquer véritablement du dumping. Alors le dumping, c'est quoi? C'est ce que certains pays asiatiques
on le fait pendant longtemps. Les Américains les ont précédés dans le domaine. Hein. Mais quand vous pensez les produits japonais, plus récemment aussi, les fameux produits chinois, hein, made in China, on vous vend à peu près tout et n'importe quoi à des prix défiant toute concurrence, ou simplement, je vous parle des Chinois, mais je pourrais vous parler des produits thaïlandais, coréens ou malais, hein, malaisiens plus exactement. Donc, ce que l'on trouve des produits qui viennent d'Asie orientale ou d'Asie du Sud-Est. Vous savez, ce sont ces t-shirts, ce sont ces téléphones portables à bon marché, ces montres de deuxième catégorie, etc., etc., où les producteurs n'inventent rien, ils s'approprient une technologie dans laquelle ils n'ont pas dû investir, parce qu'ils ne font que copier. Et c'est le gros problème des Chinois, jusqu'à présent, c'est que fondamentalement, ils ont surtout copié les technologies occidentales. Et donc, ils se sont appropriés, ou ils ont racheté des brevets, mais eux-mêmes n'ont pas véritablement inventé, ils n'ont pas tellement investi dans la recherche. Ça n'a rien à voir avec la recherche au Japon ou en Californie, par exemple. C'est pas cela. Hein, il n'y a pas l'équivalent des think tanks, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des réservoirs de pensée, des réservoirs d'idées. Hein, comme il y a ces grandes fondations sur la côte ouest aux États-Unis, hein, Fondation Rockefeller et autres, hein, il y en a beaucoup comme ça. Donc il n'y a pas l'équivalent, donc ils copient. Eh bien les Anglais et les Hollandais vont vendre de la canotte, ils vont faire du dumping en Méditerranée à ce moment-là. Ça va s'acheter très facilement. Mais alors sur le plan financier, entre 1579 et 1621, pour des raisons politiques diverses et économiques, les foires de plaisance de la République de Gênes, parce que Gênes était une république à ce moment-là, hein, les plaisances faisaient partie de la République de Gênes, eh bien, vont constituer le cœur de l'économie mondiale, de l'économie monde, entendons bien, parce que justement j'ai fait la distinction nette, hein, de l'économie monde européenne. Alors, à partir de 1621, pour un bon siècle et demi, ce sera Amsterdam. Et Amsterdam, ce sera vraiment le cœur, ce sera la capitale de l'économie monde européenne. On peut même dire, dans ce cas, presque la capitale de l'économie du monde. Hein, voilà. Mais de l'économie monde européenne. Alors, Amsterdam, à ce moment-là, c'est New York, hein, New York maintenant. Donc c'est vraiment là. Alors, vous y avez des grands banquiers, des grands financiers. La bourse d'Amsterdam, c'est à la bourse d'Amsterdam qu'on fait la pluie et le beau temps, je dirais. Je vous rappelle aussi un cours que j'ai pu faire sur les Provinces-Unies, dans lequel j'expliquais que dans la première moitié du XVIIe siècle, il y avait eu déjà un véritable crash boursier, hein, à la suite comment dirais-je, concernant l'envolée puis la baisse des prix concernant les tulipes. On faisait un grand commerce. À ce moment-là, c'est le premier crash boursier de l'histoire. Et voilà. Alors, à ce moment-là, au XVIIe siècle, je dirais que Amsterdam est au cœur de cette économie monde européenne. Et alors, on trouve dans sa périphérie immédiate la France, l'Angleterre, l'ouest de l'Allemagne jusqu'à l'Elbe, les Pays-Bas, c'est-à-dire la Belgique, à cette époque-là, les Pays-Bas espagnols, l'Espagne, le Portugal et le nord de l'Italie. Et enfin, ce que Braudel identifie comme étant les marges de cette économie monde amsteloddamoise, c'est-à-dire hollandaise, qui a pour cœur Amsterdam à ce moment-là, eh bien c'est
le sud de l'Italie, c'est tiers-monde, je dirais presque, hein. Le Naples, oui, Calabre, Sicile. C'est l'Écosse, c'est l'Irlande, c'est l'Allemagne à l'est de l'Elbe, c'est toute l'Europe centrale et orientale. Donc c'est la Pologne, c'est la Hongrie, le reste du bassin méditerranéen. Alors pas la Russie, parce que Fernand Braudel considère qu'au XVIe, au XVIIe siècle, la Russie, au moins jusqu'à Pierre le Grand, c'est-à-dire qui règne à cheval sur le XVIIe et XVIIIe siècle, c'est en fait une économie monde à part entière. De la même manière, donc parallèlement à l'économie monde européenne, de la même manière il considère que le Japon, la Chine, l'Inde, l'Empire ottoman sont des économies mondes. Donc, vous voyez qu'il faut bien distinguer le concept d'économie monde du concept d'économie mondiale. Alors maintenant, pour revenir à la chronologie des économies, de la succession des économies mondes européennes, à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est Londres qui prend le relais, pour un bon siècle, jusqu'en 1929, et alors à partir de 1929, on peut le dire encore jusqu'à nos jours, même si maintenant on est dans un monde qui se veut multipolaire, il n'en demeure pas moins qu'à partir de 1929, ce sera New York, bien entendu, et avec le cœur de New York qui se situe à Wall Street, donc dans le sud de l'île de Manhattan. Mais comme vous savez, et pourtant ça n'a rien à voir avec le magnétisme ou des taches solaires quelconques, comme certains ont pu expliquer ça. Certains ont expliqué ça par le magnétisme de la Terre, qui se déplaçait et qui faisait que l'économie, effectivement, avec les grandes puissances, se déplaçait d'ouest en est. Alors effectivement, la zone du Pacifique, aujourd'hui, semble être effectivement une zone où il se passe des choses importantes sur le plan économique, mais pour autant, il n'y a pas du tout de primauté, pour l'instant, d'hégémonie du Pacifique. Pour l'instant, les États-Unis restent bien en tête de l'économie mondiale, incontestablement, mais c'est vrai qu'en Californie, et alors sur toute la côte est de la Chine, sans parler bien entendu du Japon, de la Corée et d'autres pays d'Asie du Sud-Est cités tout à l'heure, il y a effectivement beaucoup de mouvements. Comme vous savez, la région de Shanghai, alors toutes les zones d'économie mixte dans le sud-est de la Chine, je pense à Shenzhen en particulier, ces régions où les villes poussent comme des champignons, comme aux États-Unis, dans le dernier tiers du XIXe siècle. Alors, je vous ai dit qu'on allait passer maintenant à l'économie mondiale et puis aux économies mondes, pour revenir à la trame fixée par Braudel, qui est celle des trois étages. Premier étage, celui de l'économie au quotidien, l'économie, je dirais, de plus des 3/4 des gens, même plus des 4/5 des gens d'ailleurs, plus de 80% des gens. Ensuite, je vous ai dit qu'il y avait un deuxième niveau qui est celui de l'économie de marché, et enfin, un dernier niveau qui est celui de l'économie capitaliste. Alors, Braudel, je le rappelle, considère que l'économie de marché, on la trouve partout, et pas seulement en Europe, comme on l'a trop longtemps affirmé, et qu'on l'affirme encore dans de trop nombreux manuels scolaires pour l'époque moderne, donc 15e, 18e siècle. En effet, cette économie de marché, on la trouve partout, mais évidemment à des degrés divers. Pour lui, l'économie la plus proche du monde européen, je dis bien depuis les temps modernes, je ne parle pas depuis l'après-guerre, depuis 1950-60, c'est déjà le Japon. Donc déjà le Japon depuis plusieurs siècles. Et c'est ce qui explique plus que vraisemblablement le développement très rapide
de l'économie japonaise à partir de l'ère Meiji, c'est-à-dire à partir de 1868. En fait, l'ère Meiji a été précédée d'une lame de fond qui remonte certainement au XVIIe siècle. Certainement au XVIIe siècle, même au XVIe siècle. Donc, le Japon est déjà un pays, je dirais, pré-moderne, dès cette époque-là, qui annonce le monde dans lequel nous sommes et surtout la place de numéro 2 qu'il va occuper jusqu'à une époque toute récente. Il va même jusqu'à l'année. Alors, à l'étage en dessous du Japon, il y a deux autres zones où on a déjà des instruments développés sur le plan du crédit, sur le plan de l'échange, puisqu'il y a des lettres de change, où il y a également des bourses et des foires. C'est l'Inde et l'insulinde. Ça va? L'Inde, contrairement à ce qu'on pense, qui a longtemps été considéré comme un pays tout à fait archaïque, eh bien non, pas du tout. À l'époque moderne, donc l'époque considérée aujourd'hui, l'Inde possède déjà tout un système très développé dans le cadre d'économie de marché, et même du pré-capitalisme. Même chose pour l'Indonésie, l'insulinde dont je parlais il y a un instant. On y trouve des foires, mais on y trouve également des bourses. Et par bourse, on entend un lieu déterminé, précis, où on n'arrête pas de discuter sur la valeur des marchandises et où on discute des prix, mais constamment. À l'inverse d'un marché où là on échange directement des biens matériels. Donc, en Indonésie, on a cela. Ça ne s'appelle pas des bourses, mais c'est l'équivalent de bourses. Et qui trouve-t-on dans ce qu'on peut appeler des bourses? Ce sont en fait des grands négociants qui font de l'import-export international. Vous pensez bien que les Portugais d'abord, les Hollandais ensuite, à partir du XVIIe siècle, quand ils font de l'échange avec l'Indonésie, ben, ils ont évidemment des négociants indonésiens sur place. Le terme indonésien est évidemment anachronique, puisque l'Indonésie n'existe qu'à partir de 1949. Mais enfin, dans toutes ces îles que sont Sumatra, Java surtout, Java, et aussi les Moluques. Les Moluques sont très importantes. Alors les Hollandais, ils se spécialisent dans les épices fines, qu'il faut distinguer, je dirais, des épices, j'allais dire moins fines comme le poivre, mais vous avez toute une série d'épices beaucoup plus recherchées, comme le clou de girofle, etc., ou la cannelle, que l'on va rechercher, qui sont beaucoup plus demandées. Et comme elles sont plus demandées, parce qu'elles sont plus difficiles à trouver, ben, vous pouvez avoir évidemment une plus-value plus importante au moment de la vente. Et vous pouvez avoir donc des profits gigantesques. Alors, à l'étage encore en dessous, vous avez la Chine, qui possède une économie de marché et même des foires, incontestablement. Il y a des foires en Chine, qui ont été étudiées en particulier par Étienne Balache, déjà pour le Moyen-Âge. Mais la Chine aura toujours comme poids dans le développement de son capitalisme, de son pré-capitalisme, l'État. L'État chinois est un État que l'on pourrait appeler totalitaire, même si ce mot est évidemment anachronique, puisque le terme n'est inventé que par Mussolini lui-même, qui l'utilise pour la première fois dans l'encyclopédie italienne dans les années 1920, mais totalitaire dans ce sens où l'État et la bureaucratie est toute puissante, même s'il faut relativiser les choses. On ne peut pas avoir une bureaucratie aussi puissante que dans un État où existent évidemment des moyens de transport rapides,
où il y a des moyens de communication efficaces, vous avez une armée puissante, etc. Mais en Chine, n'oubliez pas que vous avez cette fameuse bureaucratie dont les garants, ou plutôt les courroies de transmission, sont les fameux mandarins qui passent des concours. Et ces mandarins ne sont pas particulièrement favorables au développement d'une économie de marché sur le plan international. Il y a évidemment des échanges à l'intérieur de la Chine qui sont très nombreux, mais la Chine est un État fermé sur lui-même, comme le Japon l'est d'ailleurs. Mais le Japon, ça n'empêche pas quand même pendant l'époque qui nous intéresse, je dirais, la fermeture du Japon se situe, si mes souvenirs sont bons, en 1619, il me semble, 1629, et ne prend fin que lors de l'arrivée des fameux 4 navires noirs du Commodore Perry au milieu du XIXe siècle. Malgré tout, le Japon, même s'il n'a plus d'économie internationale, d'échanges internationaux à ce moment-là, a quand même, sauf quand même avec l'Hollande, qui avait quand même des concessions dans le sud du Japon et qui continuait à commercer. Mais pour le reste, c'est vrai que le Japon s'est trouvé fermé sur lui-même. Mais l'économie japonaise était très développée au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Donc, je rappelle les étages tels qu'exposés par Braudel dans son livre. Donc, au sommet, vous avez l'Europe occidentale. Ensuite, vous avez, je ne parle pas évidemment d'un certain nombre de territoires périphériques ici comme la Russie, etc., mais vous avez l'Europe qui, grâce en particulier dans la première moitié du XVIe siècle, et pendant tout le XVIe siècle, grâce à l'arrivée d'or et d'argent, qui sont des instruments de paiement qui vont faciliter les échanges, va se développer et va développer tous ces instruments bancaires, ces instruments de crédit, la lettre de change, etc., qui vont permettre à l'Europe d'avoir une avance considérable, qui lui permettra d'avoir ce terreau favorable dans la deuxième moitié du XVIIe siècle pour que se développe en Angleterre la révolution industrielle. Donc en dessous de l'Europe, vous avez, je vous le rappelle, le Japon qui suit. Ensuite, vous avez l'insulinde, donc l'Indonésie et l'Inde. Ensuite, la Chine. Et enfin, toutes ces micro-économies que l'on trouve partout, ces micro-marchés que l'on trouve partout dans le monde. Je vous ai dit aussi bien dans les colonies ibériques, en Amérique, qu'en Afrique, partout. Cette économie de marché existe à des degrés divers, bien entendu, puisqu'il faut d'abord permettre la subsistance des populations, mais elle existe. On la trouve donc partout. En Asie, on la trouve partout également. Voilà. Alors, on en arrive maintenant à la fin, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, et à la révolution industrielle qui clôt le 3e volume, donc le temps du monde de cette trilogie de Fernand Braudel. Fernand Braudel explique la révolution en Angleterre non pas par l'État, par la place de l'État, le rôle incitateur de l'État, certainement pas. Certainement pas non plus par la haute finance, mais au contraire par toute une série de petites inventions qui se sont faites, non pas à Londres, mais plutôt dans des petites villes, et qui vont permettre, tout d'abord, à l'industrie mécanique, à la machine à vapeur, bien entendu, même avant, dans le domaine de l'industrie du charbon, à la sidérurgie de se développer selon des procédés qui vont se
succéder très rapidement et qui vont donner une avance d'un demi-siècle à l'Angleterre sur le continent européen. Donc c'est intéressant. C'est l'idée en fait que la révolution ne vient pas d'en haut, mais qu'elle vient d'en bas, à partir de petits entrepreneurs, d'inventeurs géniaux qui combinent des découvertes scientifiques avec la technique, donc qui appliquent ces découvertes scientifiques. C'est le cas de James Watt. On connaissait déjà la, comment dirais-je, la force élastique de la vapeur d'eau depuis l'Antiquité, à Alexandrie déjà, sauf que c'était un jeu que l'on utilisait, donc il y a plus de 2000 ans. Héron d'Alexandrie avait inventé une petite machine, mais qui n'était rien d'autre qu'un jeu. Il avait fixé une tige dans un socle. Il avait au-dessus de ce socle mis perpendiculairement à cette tige une croix. À cette croix étaient suspendus des petits fils avec des petites figurines. Et donc en chauffant, en faisant bouillir de l'eau, il avait remarqué que, avec l'action de la vapeur d'eau, les petites figurines tournaient. Donc vous savez, c'est un petit peu ce qu'on utilise pour les enfants, pour les faire dormir le soir, sauf que c'est pas la même machine, mais enfin, vous voyez, un truc qui tourne là, avec une petite musique là, c'était ça. Il avait inventé ce petit jouet, si vous voulez. Donc, sur le plan scientifique, on avait déjà découvert l'importance de la vapeur d'eau sur le plan dynamique pour faire tourner, mais on n'a jamais pensé pendant très longtemps à utiliser, donc jusqu'à l'époque moderne, 18e siècle, à utiliser cette vapeur pour faire fonctionner des machines. Déjà, un grand savant, Denis Papin, au XVIIe siècle, à l'époque Louis XIV, avait compris l'importance, mais sur le plan purement scientifique, de la vapeur d'eau. Il avait expliqué, ça d'un point de vue physique, que quand on fait bouillir de l'eau dans une marmite, eh bien le couvercle se soulève, et que donc il y avait une véritable force là. Mais la première machine a été inventée justement par James Watt. Et James Watt, lui, va pouvoir l'utiliser pour le métier à tisser, donc ce sera utilisé dans l'industrie textile. Dorénavant, ce ne sera plus des métiers avec des pédales, comme on peut encore en voir dans certains pays du tiers-monde, pour faire des tapis ou des draps, ou vous voyez une dame qui, on dirait qu'elle joue au piano, là, on voit la navette qui passe, pour faire un tissu, pour croiser les fils. Mais là, c'est carrément une machine à vapeur, on fait chauffer de l'eau, et là, évidemment, il y a des cuves énormes, et où là, il y a un piston, un système de refroidissement, parce qu'il y a un condensateur, évidemment, parce que sinon ça chauffe, il faut refroidir. Et puis c'est justement ces systèmes de condensation qui fait que vous allez avoir toute une série de métiers qui vont pouvoir fonctionner comme ça, avancer, reculer, etc. Ce qui nécessitera quand même une main-d'œuvre ouvrière, mais il faut quand même, ça parle d'une machine qui fonctionne pas toute seule, mais presque toute seule. Enfin, avec la vapeur d'eau, ça va. Et ça va servir, entre autres, pour exaucer l'eau du fond des puits, la fameuse machine pompe à feu de Newcomen aussi, enfin c'est avant, pour qu'on puisse, comment dirais-je, creuser, trouver du charbon, parce que sinon, si vous creusez, vous êtes arrivé au niveau de la nappe aquifère, vous êtes tout de suite inondé, donc vous en avez des pompes qui retirent l'eau qui se trouve au fond des mines. Et alors, c'est notre monde à nous, c'est la révolution industrielle, c'est tout ce que nous connaissons. Voilà, même si maintenant c'est la révolution électronique, depuis maintenant une cinquantaine d'années. Mais tout est parti de là. Alors, je me résume. Fernand Braudel, donc, émet une thèse très intéressante et qui contrevient aux
aux habitudes de langage et même aux habitudes conceptuelles des économistes, selon lesquelles il y a le capitalisme qui inclut l'économie de marché. Lui, il estime qu'il y a 3 strates qui sont bien entendu liées entre elles. Il y a d'abord l'économie au quotidien, qui est surtout une économie de subsistance, d'autoconsommation. Ensuite, une économie de marché, où il y a des échanges. Et enfin, une économie de type capitaliste, qui est le niveau de la finance, mais où les capitalistes, en tout cas jusqu'au XIXe siècle, au moment où les banquiers, à l'époque du Second Empire en France, ça correspond aux mêmes dates en Angleterre, non, en Angleterre un peu plus tôt quand même, hein, vous allez avoir donc, comment dirais-je, des gens qui décident de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier et de, comment dirais-je, répartir leurs risques. C'est ce qui fait que les capitalistes ne sont jamais perdants, contrairement aux autres. Parce que les capitalistes répartissent leurs risques. Et d'ailleurs, c'est ce que nous demandons souvent, c'est ce que vous proposent les banques. Si vous avez des banques qui ont un minimum de considération pour leurs clients, tout simplement pour les garder, hein, c'est pas du tout par sympathie, hein, vous pensez bien, c'est pour faire des sous, pour garder leurs clients. En général, si vous investissez dans un fonds de placement, un fonds d'épargne, ben, logiquement, votre banque, hein, elle va répartir effectivement vos mises entre des... Dans votre portefeuille, vous aurez des actions, vous aurez des obligations d'État, parce qu'un État comme l'État belge, hein, il est toujours solvable, peut-être quelques actions plus risquées, il y a toujours des actions plus risquées, hein, qui sont des actions de sociétés dans la zone Pacifique qui rapportent peut-être du 15%, ben, où il suffit qu'il y ait une révolution quelconque, ou qu'il y ait une crise majeure en termes d'offres et de demande pour des produits qui sont fabriqués là-bas, et là tout peut s'effondrer. Mais normalement, un portefeuille est constitué de différents secteurs, de telle manière que tous vos œufs ne sont pas dans le même panier. Hein? Ça, c'est les capitalistes qui font ça. Vous-même, individuellement, on ne pouvait pas le faire. Vous êtes bien d'accord, c'est la banque qui fait ça. Mais n'oubliez pas que la banque, elle fait ça pour ses clients, entendons-nous, officiellement, c'est ce qui est marqué sur les affiches. Mais son objectif à la banque, c'est évidemment, hein, de faire dériver, évidemment, l'essentiel des profits de son côté. Sinon, je ne vois pas pourquoi la banque le ferait. Hein. Ça va? Puisque eux sont franchement dans l'économie capitaliste. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques livres. J'espère que vous avez bien compris quelle est la thèse de Fernand Braudel. C'est un véritable monument qu'il a écrit. Et je vais donc par conséquent commencer par vous montrer dans la bibliographie. Alors, commencer peut-être par le petit livre qu'il a publié en 1985, qui est la date de sa mort. Il venait d'être élu à l'Académie française. Il avait 83 ans, puisqu'il est né en 1902. Et ce livre, en fait, est la mise par écrit de conférences qu'il a fait aux États-Unis à l'université Johns Hopkins à Baltimore. Alors, je vous montre ce livre, Fernand Braudel, La dynamique du capitalisme. Et dans ce livre, il résume ce qui se trouve dans ces 3 livres et que j'ai moi-même résumé. Donc c'est publié chez Artaud. Maintenant, c'est été réédité dans la petite collection Champ Flammarion. Alors, voici les 3 volumes. Le premier, c'est les structures du quotidien. Le second s'intitule Les jeux de l'échange. Et le troisième, Le temps du monde. Ce sont des ouvrages qui, chaque fois, font environ 500 pages. Donc, c'est vraiment le chef-d'œuvre de Fernand Braudel au sens où on utilisait ce mot à l'époque de la construction des cathédrales. Alors, je vous ai parlé de Max Weber. Je vous montre ici l'édition parue chez Plon.
je vous ai parlé, ah non, je n'en ai pas parlé, mais c'est un ouvrage, un auteur essentiel, puisque c'est lui, sauf ma part, qui parle d'économie monde pour la première fois. Si mes souvenirs sont bons, c'est Werner Sombart, un Allemand, qui écrit donc dans sa langue natale Le bourgeois. Alors c'est un ouvrage essentiel également avec celui de Max Weber pour comprendre comment Fernand Braudel se positionne, parce que ce sont les deux ouvrages fondamentaux du début du siècle passé, donc ils ont une centaine d'années, et qui sont le point de départ de toute la réflexion de Fernand Braudel. Alors, un élève de Fernand Braudel qui a élaboré une théorie qui est assez proche, mais il s'en distance un petit peu, qui est le directeur du centre Fernand Braudel. Alors, je ne sais plus dans quelle ville, j'ai oublié. Attendez, je sais qu'il a. Je ne sais plus. Enfin, il a fondé un centre Fernand Braudel sur la côte est des États-Unis. C'est Immanuel Wallerstein. Alors, ici j'ai apporté le tome 1 d'un livre qui comprend 2 tomes. Le système du monde du XVe siècle à nos jours, tome 1, Capitalisme et économie monde, 1450-1640. Alors, dans la collection U de Pierre Léon, Économie et société pré-industrielle, 1650-1780, chez Armand Collin, le tome 1 n'a jamais paru. Mais Pierre Léon, par contre, a publié 1 an avant Civilisation matérielle, économie et capitalisme de Fernand Braudel, chez le même éditeur Armand Collin, une histoire économique et sociale du monde avec un certain nombre de collaborateurs. Ici, le tome 1, l'ouverture du monde, 14e, 16e siècle. Tome 2, les hésitations de la croissance, 1580-1730. Et le tome 3, il y a 6 volumes, mais je ne vous montre que les 3 qui concernent la période traitée aujourd'hui, Inertie et révolution 1730-1840. Alors, enfin, pour terminer, quelques petits livres qui ne sont pas sans intérêt, de Pierre Villard, Or et monnaie dans l'histoire, en sciences Flammarion. De Pierre Dayon, le mercantilisme en question d'histoire chez Flammarion. Le mercantilisme, c'est la politique économique pratiquée entre autres par le ministre des Finances de Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert. Alors, de Pierre Janin, les marchands du XVIe siècle au Seuil. Et enfin, c'est le dernier, mais je voudrais quand même le citer, de Lénine, l'impérialisme stade suprême du capitalisme chez Tribord, alors qui ne porte pas sur la période dont j'ai traité aujourd'hui, mais auquel se réfère curieusement Braudel, qui n'était pas léniniste, mais qui estime que dans ce pamphlet, il y a toute une série de réflexions essentielles qui peuvent aider à comprendre justement ce que c'est que le capitalisme. Mais Lénine s'intéresse essentiellement au développement du capitalisme au XIXe siècle, donc en dehors de la période étudiée aujourd'hui. J'ai dit